connu mon père, toi. Il était pas du tout gâteux, plutôt le genre hyperactif, autoritaire et tout. Mais à un moment donné, il s'est mis à me faire chier, tu peux pas savoir. Globalement, il m'a toujours fait chier, hein, mais là c'est devenu autre chose, il m'a fait chier d'une autre façon. Et avant, il me demandait jamais mon avis, ou alors comme ça, pour me dire qu'il me l'avait demandé. Il me demandait de faire les choses, et puis moi je les faisais. Et puis à un moment donné, il s'est mis à me demander mon avis, tu vois. Ce que je pensais de ci, comment je trouvais ça, ce que je ferais à sa place, etc. Puis des fois, il me demandait mon avis sur ses histoires de cul avec ses caissières, ses secrétaires. Je détestais ça, je trouvais ça dégueulasse. Lui, il continuait comme si j'étais devenu son pote, ça me rendait dingue. Ça me rendait dingue. Puis à un moment donné, j'ai compris ce qui se passait, tu vois. C'était plus mon père que j'avais en face de moi. C'est comme si j'avais un môme, qu'il était devenu mon fils, que j'étais responsable de lui, que c'était moi le père, tu vois. En fait, c'est ça, tu vois. On fait pas gaffe, et puis un jour on se réveille, et puis les choses ont changé de place. Passe-moi du feu. Passe-moi du feu. Ce qui est emmerdant dans ce genre de truc, c'est que tu peux rien y faire, hein. Tu peux gueuler, filer des coups de pompe dans les murs, ça sert à rien. Rien du tout. En fait, ça veut juste te dire que le temps a passé, que ton père a pris un coup de Dieu, et que t'as cessé d'être immortel. Tu crois en Dieu, toi? Non. Bah normalement, c'est vers ce moment-là qu'on commence à y croire quand on n'y croyait pas. Et puis à un moment donné, tu comprends qu'il faut faire avec, quoi. Puis mon père est tombé malade, et puis je me suis occupé de lui comme on s'occupe d'un enfant. Je le torchais, je lui faisais à manger, je lui essuyais la bouche. Et le pire de tout ça, tu sais quoi, c'est que je voulais pas que ça s'arrête. Et l'année d'après, j'ai eu mon premier enfant, voilà. Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse de séquence. Aujourd'hui, De battre mon cœur s'est arrêté, un film de Jacques Audiard réalisé en 2005. Alors, De battre mon cœur s'est arrêté, c'est un des films les plus célèbres de Jacques Audiard, qui a beaucoup touché le public, et c'est pour cette raison que nous avons choisi donc d'étudier ce film. Alors l'histoire de battre mon cœur s'est arrêté, c'est l'histoire donc d'un marchand de biens, Tom, qui fait le même métier que son père, Robert. Et en fait, pour l'instant, au début du film, on apprend que bien, c'est pas très joyeux tous les jours. En fait, le quotidien de Tom, c'est de déposer des rats dans les cages d'escalier pour faire fuir les locataires qui ne payent pas. C'est d'essayer de détruire des immeubles pour que les gens ne s'installent pas, enfin les mauvais payeurs ne s'installent pas. C'est des soirées bien arrosées pour essayer d'oublier les tracas du quotidien. Bref, c'est un univers plutôt sombre et pas très agréable en fait, qui nous est décrit dans ce tout début de film pour le quotidien de Tom. Alors Tom est incarné par Romain Duris, c'est la première participation de Romain Duris avec Jacques Audiard. Et puis parmi les autres acteurs, vous allez découvrir donc Nils Arestrup qui joue le père de Romain Duris. Et puis Nils Arestrup bien reviendra, on en parlera bientôt, dans le film suivant, Un prophète. Voilà, alors on va, je pense, commencer l'extrait. Je voudrais juste dire que dans ce début de film, ça commence par un prologue qui est important parce que c'est le prologue en fait qui va nous donner notre axe directeur dans l'étude de cette séquence de Bat de mon cœur s'est arrêté. Le prologue de ce film, c'est un prologue où Samy, Gilles Cohen, raconte qu'il a un problème dans le ressenti de la relation avec son père, c'est-à-dire que normalement, évidemment, un père s'occupe de son enfant et malheureusement, évidemment, quand le père vieillit et que l'enfant devient adulte, eh bien, parfois les relations s'inversent et c'est parfois le fils qui doit s'occuper de son père. Voilà. Et c'est ce qui va nous intéresser ici puisque nous avons choisi à peu près au début du film, à 12 minutes, nous avons choisi un extrait qui va nous décrire un petit peu les relations entre Tom et son père. Voilà, donc c'est parti pour cet extrait. Alors tout d'abord, dans cet extrait, nous allons nous arrêter sur le premier plan. Alors le premier plan, ce qui nous semble intéressant, c'est la solitude du personnage de Tom. Tom, c'est un personnage qui certes travaille avec ses amis, avec Fabrice, avec Jonathan Zincaille, avec Samy, avec Gilles Cohen, mais
C'est un personnage qui, comme il fait des choses pas très reluisantes tous les jours, se retrouve souvent un peu dans sa solitude. Et donc, il a choisi souvent de s'isoler dans la musique avec notamment son casque. Et là, il écoute de la musique électro. Ici, donc, on a un plan dont le cadre, donc en plan large, pour montrer le vide autour de lui. Hein. L'échelle des plans permet de montrer le vide autour de lui. Dans ce restaurant, on a l'impression qu'il est un peu seul au monde. Ensuite, il y a évidemment les deux colonnes qui marquent aussi un enfermement un petit peu du personnage. Et donc, c'est cette première vision un petit peu qu'on a dans cet extrait du personnage. Voilà, on continue. Salut. Alors, on s'arrête une deuxième fois dans ce deuxième plan, donc, qui est particulier en fait parce que d'une part, c'est un plan qui insiste déjà sur l'envie de Jacques Audiard très régulièrement d'utiliser des focales longues avec des plans donc très resserrés. Hein, ici, on a un gros plan sur les deux visages. C'est la première chose, on y reviendra sur les focales longues. Ensuite, assez bizarre parce que pour montrer l'arrivée d'un père, un plan très serré en contre-plongée, c'est un petit peu étrange. Alors cette contre-plongée, bon, de manière un petit peu évidente, elle montre quand même cette supériorité du père, mais bon, comme normalement c'est toujours le cas, toujours c'est une supériorité normalement du père sur le fils dans n'importe quelle famille, à moins qu'après les relations soient changées. Donc on a ça, et puis donc on a un côté, mis à part la supériorité du père, on a une espèce d'arrivée assez violente. Il y a un côté un peu intrusif du père, je trouve, dans ce plan, qui arrive comme ça par surprise, puisque en fait, ce n'est pas au moment du changement de plan que le père arrive. Et donc on a ce côté un petit peu intrusif. Alors pour l'instant, j'ai choisi de m'arrêter sur le baiser parce que là, on a l'impression que tout va bien. C'est des relations normales entre un père et son fils avec le côté affectif. Mais on va voir ensuite que cela va changer. On continue. T'as commandé? Alors, je t'attendais. Vas-y, ça a l'air de... C'est quoi, ça? Alors ensuite, on s'arrête une troisième fois, donc, mais cette fois-ci donc, sur ce plan qui nous paraît intéressant parce que d'une part, on se rend compte que en fait, Tom n'est pas du tout seul dans le restaurant. C'était une impression et puis c'est donc une utilisation de la mise en scène, une utilisation du hors-champ. En fait, les autres clients étaient dans le hors-champ et Tom n'est pas du tout seul. C'est une impression, il est seul, il est dans son monde. Ensuite, on vient de voir ici qu'il y avait des plans très serrés donc à l'arrivée du père, mais que tout d'un coup ça se dessert un peu avec ce travelling arrière qui correspond au moment où Tom va enlever un écouteur pour s'ouvrir un peu au monde et s'ouvrir à son père. Donc on a l'impression qu'on va assister quand même maintenant à une rencontre un peu plus banale entre un père et son fils, c'est-à-dire il va quand même enlever ses écouteurs et puis ils vont quand même se parler normalement. Et donc on a donc ce plan qui se dessert et puis qu'est-ce qu'on observe donc on a un plan qui est plutôt qui est fixe, hein, qui est plutôt stable. On y reviendra, c'est pas toujours le cas. Et puis une première chose quand même, alors on a ce plan qui va réunir les deux acteurs, hein, pourquoi? Parce qu'en fait c'est le début de la discussion, donc ils sont réunis dans ce moment de partage de repas. Mais il y a quand même déjà une séparation, vous voyez, dans la façon dont c'est filmé. Très très légère plongée, mais surtout l'angle choisi, l'angle de prise de vue qui permet en fait de faire des verres, de la rangée de verres, toute une ligne de séparation entre les deux. Donc on va avoir une relation qui est ambiguë, qui est faite de relations filiales, affectives, et puis en même temps d'une espèce d'opposition, d'antagonisme dont on va parler dans cette séquence, puisqu'en fait tout ce qui va nous intéresser, je l'ai dit tout à l'heure, ici c'est la complexité des rapports père-fils, et c'est en quoi la mise en scène d'Audiard évidemment va nous apporter pas mal de choses sur cette relation particulière. Voilà, on continue. Électro. Tu veux? Franchement, t'aimes ça, toi? Bah ouais. Sérieux? Si je veux pas, je l'écouterai pas. Hein.
Comment t'as dit que ça s'appelle, cette connerie, là? L'électro. Qu'est-ce que t'as gigoté comme ça? T'as mal aux couilles ou quoi? Non, mais tu devais pas me dire un truc? Ah ouais. Qu'est-ce que tu dirais si je me remariais? Je la connais. Bah non, justement, tu la connais pas. Je vais demander par-ci pour te la présenter. Putain, tu vas voir. Une beauté. Alors, après le précédent arrêt qu'on a fait donc, sur ce plan qui réunissait les deux acteurs, plan rapproché, on a maintenant de nouveau une séparation. Alors la séparation, elle s'est faite sur deux choses. D'abord, le père n'aime pas du tout la musique qu'écoute son fils Tom. Et puis la deuxième chose, c'est que il va lui parler un peu, il va lui demander des conseils sur sa relation amoureuse avec sa nouvelle conquête, alors que ce que nous dit déjà Audiard dans le prologue par l'intermédiaire de Samy, de Gilles Cohen, c'est que ce n'est pas normal pour un fils de devoir conseiller son père sur ses rencontres amoureuses. C'est plutôt généralement l'inverse. Le fils demande des conseils à celui qui a plus d'expérience, son père. Et là, vous avez ce problème-là. Ça pose un problème à Tom. Il n'a pas envie d'entendre ça. Il n'a pas envie de devoir conseiller son père sur ses rencontres amoureuses. Et donc, voilà, on a ce problème-là. Et ce qui fait que ce qui a engendré dans la mise en scène, donc, on repasse à un chant contre chant. Alors, d'une part, on repasse à un chant contre chant toujours avec assez serré. Alors, serré aussi parce que ça montre un peu un étouffement de Tom qui n'est pas très à l'aise, vous allez le voir, dans cette situation de devoir conseiller son père sur des sujets comme ça amoureux. Donc il y a un étouffement, mais le père participe un peu à cet étouffement. Nils Arestrup avec sa carrure imposante, un peu à la Gérard Depardieu qui envahit un peu tout l'espace. Donc il y a ce côté étouffant. Il y a aussi dans le chant contre chant, dans cette opposition, on remarque l'utilisation fréquente dans l'extrait d'amorce, et notamment pour montrer que Tom prend de plus en plus de place dans le cadre, y compris quand on a le cadre sur Arestrup comme dans ce plan sur lequel on s'est arrêté. C'est-à-dire que finalement, Tom va prendre l'ascendant sur son père. C'est le père qui est obligé de demander quelque chose à son fils, qui attend quelque chose de son fils, alors que normalement, dans une relation plus simple, plus normale, le fils, c'est plutôt le fils qui a des choses à demander souvent à son père. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, premièrement, de cette évolution un peu de la relation entre les deux. Voilà. Ensuite, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de comparer avec l'origine de Battre mon cœur s'est arrêté, c'est-à-dire c'est une sorte de remake d'un film américain de James Toback de 1978 qui s'appelle Mélodie pour un tueur, Fingers, et un film avec Harvey Keitel. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que évidemment, dans cette scène-là, qui est une scène reprise du film original de Toback, alors que dans de nombreux moments du film de Battre mon cœur s'est arrêté, se distingue vraiment et se différencie complètement du film de départ. Mais là, ici, on retrouve une scène similaire dans le film de Toback. Alors, il y a des similitudes et des différences. On peut dire peut-être dans les similitudes qu'on retrouve la même veste jaune de costume pour Nils Arestrup. Ça, c'est une première chose. On retrouve aussi que dans le chant contre chant, Nils Arestrup, comme le père de Harvey Keitel, Jimmy, se trouve dans un côté qui est lumineux avec une baie vitrée, avec le costume jaune avec une baie vitrée, et Tom se retrouve dans une opposition. Plutôt quand on a le chant contre chant le contre-chant sur Tom, on a Tom qui est déjà avec ses cheveux sombres, avec sa veste en cuir, et puis qui est le décor de fond, c'est le bar. Alors le bar, c'est quelque chose d'assez sombre aussi, donc on a le sombre un peu opposé au clair, et ça on retrouve ça aussi dans Mélodie pour un tueur. Ce qu'on retrouve dans Fingers aussi, c'est certaines répliques, comme par exemple t'as mal aux couilles, voilà, on retrouve des choses comme ça. On retrouve aussi la trame un peu de la scène, puisque le père va effectivement présenter aussi une femme, voilà. Mais par contre, maintenant on en vient aux différences. Il y a une différence évidemment de style entre les deux. D'une part, ici, chez James Toback, il n'y avait pas d'amorce. Voilà. Il n'y avait pas d'amorce, et puis on avait en fait, on a le sentiment dans Fingers que le fils ne cherche pas à empiéter sur le domaine du père, ne cherche pas à prendre le pouvoir sur le père, et le père ne cherche pas à prendre le pouvoir sur le fils. Il y a quelque chose de beaucoup plus amusant dans Fingers, une ambiance beaucoup plus détendue, et puis bon enfant, un partage entre les deux, entre le père et le fils. Et donc, il n'y a pas besoin de prendre le pouvoir sur ce père ou sur le fils. Il y a autre chose aussi dans Fingers, c'est que les plans sont vraiment toujours fixes. Il y a une espèce de stabilité, de quiétude finalement dans la relation, alors que chez Audiard, même quand les plans sont fixes, souvent ils sont légèrement en mouvement.
Et donc il y a toujours un peu cette instabilité, un peu ce sentiment un peu d'être en danger. Il y a toujours un peu une mise en danger. D'ailleurs avec un personnage, un acteur comme Nils Arestrup, c'est vrai qui est habitué à jouer aussi des personnages souvent qui peuvent être un peu stressants pour les autres personnages du film. Voilà à peu près les différences entre les deux. Bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur les deux films, mais on se concentre un petit peu sur cette scène. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi dans cette scène-là, puisque c'est là en fait que les relations sont en train de s'inverser entre Tom et son père, que Tom en fait se sent un petit peu plus fort par rapport à son père qui est obligé de lui demander des choses, c'est qu'on pense aussi à un prophète, c'est-à-dire on pense au film qui viendra en 2009. Alors évidemment, c'est plus tard, hein, mais c'est-à-dire on pense à une scène en particulier, notamment avec la petite cuillère, où c'est un moment où Tahar Rahim, dans le film, commence à faire pas mal de petits business et puis il commence à prendre un statut important, il commence à avoir du pouvoir dans la prison et il commence à prendre le pas sur son, entre guillemets, son père un peu, son parrain, mais son père un peu spirituel dans la prison qui est aussi Nils Arestrup. Il prend le dessus. Alors c'est vrai que l'évolution dans un prophète, c'est l'évolution un peu normale, c'est-à-dire au début, Tahar Rahim se retrouve avec Nils Arestrup qui devient son père et qui va lui apprendre plein de choses. Et puis au bout d'un moment, le fils va dépasser le père, va tuer le père. C'est aussi l'histoire de battre mon cœur s'est arrêté. Et donc la scène de la petite cuillère dans un prophète traduit ça. Et en fait, elle se traduit comment? Parce qu'il y a pas mal d'amorces de Tahar Rahim en fait, qui va envahir l'écran et qui va donner de moins en moins d'oxygène, d'espace à Nils Arestrup dans le cadre. Et en fait, on retrouve un peu ça ici dans cette scène. Donc c'est ce qui nous fait penser un petit peu d'un film à l'autre, et puis la cohérence du style de Jacques Audiard. Voilà, on continue. Et la dénibarre, des jambes qui en finissent pas et un cul. Bon, ça ira. Mais qu'est-ce qu'il y a, ça te gêne que je te parle comme ça? Non. Et t'es obligé de te marier? Obligé? Non, je suis obligé à rien. Pourquoi tu me dis ça? Elle est pas enceinte. Non, mais attends, c'est pas ce que je voulais dire. Attends, je vais être clair avec toi. Si t'es pas d'accord, je le fais pas. Ah non, mais attends, fais-le, papa. Si ça te fait plaisir, si ça te rend heureux, tu le fais, basta. T'es sûr, hein? Sûr, fais-le. Ah ouais, je vais te dire autre chose aussi. Tu sais, il y a un couscous qui me balade avec son noyer depuis 6 mois, là. Puis à chaque fois que je le relance, il se met à chialer. Ma femme est enceinte, ma fille se marie, mon cousin ceci, cela. Alors on s'arrête maintenant sur ce nouveau plan rapproché qui fait penser à celui sur lequel on s'est arrêté tout à l'heure. Pourquoi? Parce que de nouveau, il y a une connivence qui s'installe. Tout à l'heure, il y avait la connivence du père et du fils qui se retrouvent. Donc il y a quelque chose évidemment d'agréable là-dedans sur les retrouvailles à chaque fois. Et puis là, on retrouve une connivence parce que les deux parlent finalement de leurs affaires qui sont les mêmes, puisqu'on comprend que le père il est à peu près dans les mêmes affaires que son fils, les affaires immobilières. Et donc ici, on retrouve cette connivence, donc les deux sont à nouveau liés dans le même plan. Mais comme tout à l'heure, et on a l'impression que c'est pire encore, que la situation se dégrade, on a l'impression qu'il y a plus de verre que tout à l'heure, c'est-à-dire que la frontière entre les deux est en train de s'aggraver. Voilà. On remarque qu'on a beau être proche des personnages, on est vraisemblablement aussi dans des focales qui ne sont pas spécialement courtes. En tout cas, on remarque qu'il y a toujours cette faible profondeur de champ qui va avec les focales longues, c'est-à-dire l'utilisation généralement de zoom entre guillemets, c'est-à-dire quand on est proche mais qu'on est loin des acteurs, mais on a l'impression que l'échelle de plan est plus resserrée et donc on a cette faible profondeur de champ qui est présente pendant tout l'extrait avec généralement donc quand on a les champs contre champs on a toujours un petit peu du flou derrière et puis les personnages sont nets. Voilà, donc ici ça permet de bien découper les deux acteurs pour les isoler un petit peu dans leurs espèces de magouilles un peu, on peut dire ça, et puis derrière eh bien, il y a le reste des gens. Voilà, on continue. Et tu sais quoi? J'apprends que cet enfoiré, il achète des périssoles. Tu te rends compte? Non seulement il me carme pas, mais en plus il se fait de la laine sur mon dos, l'enculé. Tu pourrais t'en occuper? Ouais. Ça te prendra rien du tout, hein? Ouais, je t'ai dit. Ah bah voilà. J'ai tout mis là-dessus. Tiens. Ah, voilà la plus belle. Ça va? Ça va. Je te présente mon fils, Thomas, Chris. Bonjour. Et Tom. Attends, je vais passer un petit coup de fil, assieds-toi là. J'arrive tout de suite.
Tu veux boire quelque chose? Un kir. Et toi? Ça va, merci. Alors, c'est vous le fils de Robert? Et ouais. Vous faites quoi dans la vie? Des photos. Des photos de catalogue. Je fais de la pub aussi, enfin j'essaie. Ce matin, j'ai passé un casting. Ça doit être dur la concurrence. Ah oui, avec toutes ces filles de l'Est. Pourquoi de l'Est? Alors, je m'arrête sur ce nouveau plan, après vous avoir laissé regarder un petit peu la suite de l'extrait avec l'arrivée d'Emmanuel DeVos. Alors, c'est étonnant, cette arrivée d'Emmanuel DeVos dans le film, parce que, en fait, c'est la présentation, le père présente sa nouvelle amie à son fils, et en fait, il y a un problème, c'est vrai que je trouve que en fait, c'est bizarre déjà que le père il parte tout de suite. Il présente sa nouvelle amie et puis en fait il part tout de suite, donc ça c'est un peu étrange. Et puis ensuite, eh bien, il y a une sorte de malaise entre Tom et Emmanuel DeVos. Alors, c'est dû sûrement à plusieurs choses. D'abord, Tom n'a pas, on l'a dit, n'a pas envie de conseiller son père sur les relations amoureuses. D'autre part, il y a un peu un décalage d'âge qui est un peu étonnant, c'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel DeVos, elle a plutôt presque l'âge d'être la compagne de Tom, plutôt, de Romain Duris là, dans le film, plutôt que du père. Et puis, il y a donc ce malaise avec le père qui veut absolument que les deux restent ensemble. Ensuite, l'entretien ressemble, c'est bizarre, un peu à un entretien d'embauche. Il y a quelque chose d'un petit peu malsain comme ça. Alors, c'est vrai que quand on voit cet extrait, bon, avec Emmanuel DeVos, on pense forcément à Sur mes lèvres, le film précédent de Audiard en 2001, où on retrouvait déjà Emmanuel DeVos. On pense aussi dans Sur mes lèvres, pas seulement à cause de l'actrice, mais aussi parce qu'il y a un entretien d'embauche, en fait. Dans Sur mes lèvres, il y a un entretien d'embauche où c'est inversé, c'est-à-dire Emmanuel DeVos doit essayer de recruter ou pas Vincent Cassel. Mais en fait, ce qui me frappe le plus, c'est que la mise en scène est différente vraiment dans les deux films, puisque ici on a vraiment, je pense que vous l'avez vu, l'ascendant de Tom sur elle. Alors l'ascendant dans l'amorce, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait la plupart du temps, vous avez cette amorce de Tom qui va presque effacer, qui va presque se mettre devant Emmanuel DeVos, on ne la voit plus. On peut rajouter à ça la fumée de cigarette qui vient créer un brouillard et qui vient effacer Emmanuel DeVos, c'est vraiment assez flagrant. Rien de tout ça dans l'entretien d'embauche de Sur mes lèvres, où il y a plutôt un rapport de force qui est à peu près équilibré entre Emmanuel DeVos qui a la possibilité de prendre ou pas Vincent Cassel, donc elle a normalement l'ascendant, mais Vincent Cassel en fait il ne se démonte pas du tout. Et justement, je pense que c'est ce qui l'a séduit aussi dans le film, c'est qu'il ne se laisse pas du tout faire et il réussit à maintenir un équilibre des rapports de force. Et à mon avis, c'est ça qui est vraiment différent entre les deux scènes. Voilà. Et puis évidemment, on l'a déjà dit, l'échelle des plans très resserrée, donc qui permet d'avoir ce climat un peu anxiogène et surtout qui permet d'étouffer un peu les personnages dans le cadre. Voilà, avec ce cadre qui est toujours un peu en légère instabilité. Je sais pas, comme ça, on m'avait dit. Belle. Merci. Et vous êtes dans l'immobilier comme Robert? Ouais. Et ça marche? Ça va. Je me demandais, Chris, c'est le diminutif de quoi, hein? Yvonne? Bah non. Christine? Vous vous foutez de moi là ou quoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous vous foutez de moi? Ça va, je plaisantais. C'est sérieux avec Robert? Ouais, je crois. Enfin, je sais pas, on se connaît pas depuis longtemps. On sort, on s'amuse, il me fait rire. Il présente des gens. Écoute, j'aime beaucoup mon père. Je voudrais pas qu'il se monte la tête pour rien. J'ai pas envie de recoller les morceaux après, tu comprends? Ça va? Vous avez commandé? Je peux pas rester, moi, faut que j'y aille. Salut. Salut. Bon, tu commandes, j'arrive. Pourquoi tu te tires? J'avais un rendez-vous, j'ai oublié. Alors? Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu la trouves? C'est toi qui vas te marier, pas moi. Je sais, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Rien. Ça veut dire quoi, rien? Alors, je m'arrête à nouveau ici.
vous allez voir, pourquoi d'abord, je redis un mot sur Emmanuel DeVos. C'est vrai que je parlais de Sur mes lèvres et en fait, on se rend compte là, en réécoutant les dialogues, qu'il y a même une phrase justement qui est la même mais simplement inversée. C'est qu'elle dit « vous vous foutez de moi » quand il dit Yvonne, diminutif, etc. Et c'est vrai que Vincent Cassel, il dit « vous vous foutez de ma gueule » quand elle ne sait pas, il parle de Centrale, la prison, et puis elle ne sait pas ce que c'est. Enfin bon, voilà. Donc il y a une inversion, mais on retrouve un peu les mêmes dialogues. C'est ça aussi, enfin, je trouve qui est intéressant, mise en scène différente, mais il y a quand même des points communs, et ça nous fait penser forcément. Je m'arrête sur ce plan là, sur Romain Duris, parce que on voit bien, encore une fois, dans la mise en scène, que le père et le fils ne peuvent pas rester ensemble. Et ils n'arrivent pas à rester ensemble dans le même cadre. Ici, vous avez donc un cadre très serré, de nouveau, un plan rapproché poitrine, qui est presque un gros plan, parce qu'en fait, le haut de la tête est coupé, donc c'est vraiment très serré, et ça permet à Audiard de faire en sorte que les deux ne puissent pas rester dans le cadre. Il y a des moments où on arrive à avoir un peu les deux dans le cadre, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, Romain Duris en fait, fait en sorte à chaque fois des pas en arrière pour essayer de faire sortir son père du cadre. Donc du coup, pour s'extirper un peu, parce qu'il est donc en pleine émancipation. C'est l'histoire du film de Battre mon cœur s'est arrêté. C'est l'histoire de quelqu'un qui passe du statut entre guillemets, d'enfant, disons, à celui d'adulte. Hein. C'est le passage à l'âge adulte. Il faut tuer le père. Il y a toute une histoire avec. Bon, là, c'est un peu le complexe d'Édipe. Et puis d'ailleurs, cette émancipation, on la retrouve voilà, dans d'autres films. C'est vrai qu'on a parlé dans Un prophète de s'émanciper voilà, de cette domination. Et donc ici, on la retrouve dans ce plan avec la volonté de ne pas rester dans le même plan. On a le sentiment d'ailleurs depuis le début de cette séquence qu'il n'est pas trop content d'être venu finalement, hein, après avoir vu toute la séquence. Il n'a pas envie de venir, il n'a pas envie de voir son père, et puis il vient un peu parce qu'il est forcé, parce qu'il est contraint. Et donc, c'est un petit peu un passage obligé, et puis dès qu'il peut, il s'en va. Hein. Finalement, il a à peine bu un verre, il n'a même pas mangé. Voilà. Donc, il y a un malaise donc, entre le père et le fils, il y a une profonde différence, un profond antagonisme, et surtout donc, la libération du fils par rapport à son père, dans cette scène notamment, puisque c'est je ne sais pas si je l'avais dit, mais c'est la première fois qu'on découvre le père dans le film, donc c'est la présentation quand même du père et des rapports père-fils. On continue. C'est une pute, papa. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle fait des photos, des trucs comme ça? Mais non, mais parce que c'est une pute. Tu me demandes, je te réponds. Oh, écoute, laisse tomber. Oublie pas. J'ai rien dit. Ciao. Voilà. C'est sur ce plan donc nous allons conclure cette analyse de séquence. Vous voyez que le plan est encore significatif de quelque chose, c'est-à-dire de la solitude et du besoin de solitude de Tom, du besoin d'être seul. Ici, dans ce plan, il y a beau avoir d'autres gens dans le cadre, il y en a un qui est dissimulé par une voiture, il y a la pervenche qui est dissimulée par Tom lui-même, hein, il se met presque devant elle pour la masquer, et puis vous avez cette échelle de plan en plan large du coup qui crée un certain espace vide autour de lui. Donc ça s'est terminé la rencontre avec son père par de nouveau le même malaise de parler des rencontres amoureuses, ce qui est insupportable pour Tom. Et puis ça c'est donc finalement vous voyez le bilan de cette séquence, c'est on a découvert un père qui a dû être vraiment omniprésent et puis un peu étouffant dans les années d'apprentissage de Tom. Quand il a grandi en tant qu'enfant, ensuite quand il a appris le métier de marchand de biens, il a dû lui apprendre plein de choses. Mais on est arrivé au moment où maintenant il faut tuer le père et il faut passer à la suite pour pouvoir devenir adulte. Et puis c'est ça qui est passionnant évidemment de Battre mon cœur s'est arrêté, c'est que va-t-il se passer, puisque là on est au début du film, que va-t-il se passer? Est-ce que Tom va réussir ensuite à devenir adulte, à s'émanciper, puis à tracer son propre chemin? Voilà. Ce qui est intéressant donc, dans ce rapport père-fils, c'est qu'on le retrouve finalement tout au long de la filmographie d'Audiard. On ne va pas revenir sur Un prophète, mais si on reprend depuis le début, Regarde les hommes tombés, il y a une relation un peu homosexuelle entre donc, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz, mais la différence d'âge, 37 ans entre les deux acteurs, fait que on a vraiment l'impression
qu'il y a aussi un rapport un peu filial, que d'ailleurs Jean-Louis Trintignant il dispute souvent Mathieu Kassovitz, il lui apprend des choses, puis il s'énerve que Mathieu Kassovitz ne retienne pas la leçon. Donc on a un rapport un peu presque filial, amoureux mais filial. On a ensuite dans Un héros très discret, cette question du rapport père-fils, elle est centrale, puisqu'en fait, comme le héros, Mathieu Kassovitz, ne connaît pas son père, qui est mort avant, eh bien, il est obligé de se construire sans père. Et c'est ce qui fait aussi qu'il va avoir cet itinéraire si particulier où il va être obligé de s'inventer des personnalités parce qu'il n'a pas eu peut-être de modèle masculin pour essayer de se construire lui-même. Il est obligé de voler d'autres personnalités. Ensuite, nous avons en 2001 Sur mes lèvres, où là, peut-être, on en a parlé, il y a des rapports avec le film, mais évidemment, la thématique, elle est moins présente. Ensuite, De battre mon cœur s'est arrêté. Ensuite, Un prophète. Ensuite, De rouillé d'os. Dans De rouillé d'os, eh bien, de nouveau, la thématique est primordiale, puisque le fils entre Mathias Schoenaerts et son fils, eh bien, il y a évidemment cette question de la paternité, de l'éducation aussi. Alors, c'est assez intéressant. D'abord, le générique de rouillé d'os, qui ressemble pas mal au générique de battre mon cœur s'est arrêté avec la musique d'Alexandre Desplat. Eh bien, le générique de rouillé d'os fait la part belle à la paternité et au petit garçon de Mathias Schoenaerts. C'est lui qui est central un peu dans le générique. Ensuite, on se rend compte que les relations sont compliquées, qu'il s'occupe de son fils, Mathias Schoenaerts, mais en fait, souvent, il essaye un peu de l'évincer. Il ne s'en occupe pas toujours bien. D'ailleurs, malheureusement, parfois, il ne le surveille pas assez et du coup, ça peut engendrer de gros drames, hein, comme dans ce passage avec le lac gelé, où le petit passe en dessous de la glace. Et puis, donc, voilà, ça permet de parler, donc, de voir que le rapport père-fils est central donc, dans la filmographie de Jacques Audiard. Alors évidemment, bon, on pense à Michel Audiard, on pense au rapport entre Jacques Audiard et Michel Audiard. Évidemment, c'est un rapport particulier. Jacques Audiard, peut-être, n'en parle pas beaucoup dans les interviews. C'est quelque chose par pudeur aussi. Alors, on imagine que le père a été quand même un peu omniprésent, forcément, hein, avec tout ce milieu du cinéma qui a envahi l'enfance de Jacques Audiard. Que c'était peut-être difficile de vivre un peu dans l'ombre du père, qu'il a fallu s'extirper de ça pour ne pas faire la même chose, c'est-à-dire dialoguiste, mais pour faire des choses différentes, un peu de montage, un peu du scénario, puis après de la réalisation. D'ailleurs, Audiard dit que parfois la réalisation, ce n'était pas le fort vraiment de Michel Audiard, donc peut-être que lui, c'était plus sa place. Donc dans le même domaine du cinéma, après avoir essayé de faire travailler un peu dans la littérature, il est revenu dans le milieu du cinéma, mais avec une vocation un tout petit peu différente. Et forcément, donc on pense à ce rapport-là. Ce qui est touchant, évidemment, ce qui est touchant dans cette relation Michel Audiard-Jacques Audiard, c'est que Michel Audiard, finalement, n'aura jamais vraiment vu le succès de Jacques Audiard, n'aura pas assisté, puisqu'il est mort dans les années 80, au moment où Jacques Audiard commençait vraiment dans le cinéma. Il n'avait pas encore réalisé son premier film. Et puis, ce qui est touchant, ce côté touchant, on le retrouve forcément dans le film De battre mon cœur s'est arrêté, que je vous encourage à découvrir ou à redécouvrir, puisque finalement, moi, ce qui me touche particulièrement, c'est quand même le rapport de Tom avec ses parents, c'est-à-dire par rapport à sa mère, on découvre assez rapidement qu'elle est décédée tôt et que donc il doit se construire sans mère. Il doit essayer d'en retrouver peut-être des substituts ailleurs. Et que, eh bien, il est obligé de vivre avec ces rapports difficiles avec son père et sa mère. Voilà, une mère absente et puis un père qu'il faut essayer de détrôner. Voilà, j'espère vous avoir donné envie donc de vous réintéresser à ce film de Jacques Audiard, qui est sûrement un des plus caractéristiques de sa filmographie. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine analyse de séquence. Voilà, merci.